Quelques jours après la conférence des trois internationales, dans le cours même de la conférence de Gênes dont la perspective avait pesé si lourd dans ces débats, se produit un événement diplomatique capital, la signature du traité de Rapallo entre l'Allemagne et la Russie soviétique, premier réalignement des forces après la guerre mondiale, et dans une certaine mesure, facteur de renouvellement des rapports politiques en Allemagne même. Le choix effectué à cette occasion par la fraction au pouvoir de la bourgeoisie allemande consiste à prendre appui face à l'OTAN et pour des objectifs limités sur la Russie soviétique. Le problème n'est pas nouveau, dès la fin de la guerre les partisans de l'Alliance occidentale et ceux de l'Alliance orientale s'affrontent dans la haute administration et les états-majors. La politique de l'OTAN facilite la décision. Ce choix d'opportunité diplomatique coïncide d'une certaine façon avec la politique du Parti communiste et sa campagne en faveur des liens avec la Russie soviétique, elle-même partie intégrante de la défense de la révolution russe et de la lutte contre Versailles. Mais il s'oppose aussi catégoriquement à la politique occidentale de la social-démocratie, ses perspectives de sécurité collective et de métier de la paix par la SDN. La politique de Rapallo apparaît donc comme un facteur de division supplémentaire, au fort coefficient passionnel, entre les partis ouvriers, un obstacle de plus à la politique de front unique du Parti communiste. Le problème est compliqué encore par le rôle de Radek, qui est à la fois diplomate soviétique et porte-parole officieux du gouvernement de Moscou, et moteur pour le code de l'exécutif du Parti communiste allemand. Le même homme négocie à Berlin Gênes et Rapallo avec Malza, le chef du bureau d'Europe orientale avec Rathenau lui-même, et de Moscou intervient pour conseiller et guider le parti allemand, voire respirer ses décisions politiques les plus importantes. Qu'il ait ou non confondu intentionnellement ou par inadvertance ces deux partitions, est un problème somme toute secondaire. Plus important est que ce double rôle ait pu peser sur l'interprétation des événements, et par les contemporains et par les historiens. Le problème germano-russe. Dans les premières années qui suivent la Révolution russe, le problème des relations entre l'Allemagne et la Russie soviétique ne se pose pas indépendamment de la Révolution mondiale, que les dirigeants bolcheviks jugent imminente. Lénine ne conçoit guère la mission de Joffé que comme une mission révolutionnaire d'assistance aux révolutionnaires allemands, de même que Trotsky conçoit initialement son rôle de chef de la diplomatie soviétique comme celui d'un agitateur. C'est en définitive dans la même optique que résonnent les ultras des corps francs, comme ceux qui sont engagés les armes à la main contre le pouvoir soviétique dans les pays baltes. La Russie révolutionnaire constitue l'ennemi numéro 1 à l'extérieur, de même que le spartakisme à l'intérieur. Point de vue partagé par l'Entente, et qui profite directement aux éléments allemands militaristes. Le New Times écrit à cette époque, les Alliés à l'époque de l'armistice s'efforcèrent d'utiliser les troupes d'occupation allemandes comme protection pour l'Europe occidentale contre les bolcheviks, et n'exigèrent pas une évacuation immédiate, puisqu'il n'y avait pas de force locale capable de tenir tête à l'agression bolchevique. Très vite cependant, la défaite de la première vague de la Révolution allemande, la conclusion sous la menace de la paix de Versailles, pose le problème en termes différents. Un indice important est constitué par la qualité et le nombre de visiteurs reçus dans sa prison, transformé en salaud politique, par Ingolf Radek, militaire comme le général Rebnitz, l'amiral Hetz, le colonel Max Boe, industriel comme Enwolf Rathenau et Félix Dutch, intellectuels comme Maximilien Ardennes et Otto Hoetsch. Tous à des titres divers sont fascinés par l'homme mais plus encore par le pays et la force qu'il représente, force politique et militaire certes, mais aussi espace, marché et source de matières premières, champ d'investissement pour leurs capitaux, voire arsenal ou cas d'entraînement leur permettant de tourner les clauses du traité concernant le désarmement. Les perspectives qui les attirent sont la complémentarité économique autant que l'opposition commune au diktat. Ces perspectives ne sont pas négligeables pour qui, comme Radek, estime que la révolution mondiale sera un processus long et complexe. Dans ces conditions, l'isolement de la Russie est un fait aussi important que sa survie elle-même. Sans nuire à la révolution mondiale, l'État soviétique a le droit, et même le devoir d'utiliser à son profit les contradictions interimpérialistes. Une fois terminé l'apocalypse de l'immédiat après-guerre et la révolution repoussée à plus tard, le jeu diplomatique reprend tout son intérêt. Radek en est vite convaincu, qui écrit de sa prison même aux communistes allemands, le problème de la politique extérieure de la Russie soviétique, et à moins que la révolution mondiale ne s'annonce plus vite qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant, celui des autres pays dans lesquels la classe ouvrière l'emporte, consiste à arriver à un modus vivendi avec les États capitalistes. La possibilité de la paix entre États capitalistes et États prolétariens n'est pas une utopie. Un mois après de son séjour en liberté surveillée, il écrit « L'Allemagne a subi une défaite, mais malgré cela son appareil technique et ses possibilités techniques demeurent immenses. Il y a en Allemagne, du fait de la destruction de ses relations extérieures et de l'effondrement de son économie, des milliers d'ingénieurs chômeurs et affamés qui pourraient rendre à la Russie les plus grands services dans la restauration de son économie nationale. Ce point de vue coïncide avec celui de des hommes dont le rôle, dans cette question, sera décisif, le général Vossicht qui écrit «
dès janvier 1920. Dans la mesure où je considère comme l'objectif permanent de notre politique l'accord politique et économique à venir avec la Grande Russie, nous devons au moins tenter de ne pas dresser la Russie contre nous. Les possibilités d'accord demeurent cependant limitées pour le moment, et Lénine écrit au printemps de 1920 cette claire condamnation de la politique qui viserait-il établir entre l'Allemagne et la Russie des liens privilégiés. Renverser la bourgeoisie dans tout grand État européen, y compris l'Allemagne, représenterait un tel avantage pour la révolution internationale que l'on pourrait et devrait consentir, si besoin était, à proroger l'existence de la paix de Versailles. Si la Russie a pu, à elle seule, supporter avec profit pour la Révolution pendant plusieurs mois le traité de Brest-Litovsk, il n'y a rien d'impossible à ce que l'Allemagne soviétique, alliée à la Russie soviétique, supporte avec profit pour la Révolution une plus longue existence du traité de Versailles. Le tournant de 1920 tout 1921. C'est en décembre 1920 que Lénine, ainsi que l'édit Kahr, s'expriment pour la première fois concernant l'Allemagne dans un cadre de pensée qui n'est pas celui de la Révolution mondiale. Devant le 8e congrès des soviets, en effet, il souligne que la survie de la Russie soviétique est au premier chef le résultat des désaccords entre impérialistes. Notre existence est fonction, d'une part, du désaccord radical existant entre les puissances impérialistes, et d'autre part, du fait que la victoire de l'OTAN et la paix de Versailles ont réduit à des conditions d'existence impossibles l'immense majorité de la nation allemande. Il va de soi que l'Allemagne n'a que seul moyen de survivre, c'est de faire alliance avec la Russie soviétique, vers laquelle elle tourne ses regards. Le gouvernement bourgeois allemand voue une haine implacable aux bolcheviks, mais les intérêts de la situation internationale le poussent, à son corps défendant, vers une paix avec la Russie soviétique. En janvier 1921, le ministre des Affaires étrangères allemand, le docteur Simon, répond « Le communisme en tant que tel n'est pas une raison pour que gouvernement allemand républicain et bourgeois ne fassent pas de commerce avec le gouvernement soviétique. » Un traité de commerce soviéto-allemand est signé en mai 1921, dans le cadre de la NEP et de la politique des concessions. Plusieurs sociétés mixtes vont être mises sur pied avec ingénieurs et capitaux allemands. Le gouvernement allemand enverra une aide substantielle pour lutter contre la famine de l'été 1921. En fait, des négociations secrètes commencent pour l'implantation en territoire russe d'usines d'armement permettant de tourner les clauses de Versailles. Au terme de cette évolution, il y a la fugue des délégués allemands et russes de la conférence de Gênes le 16 avril 1922, leur rencontre à Rapallo et la signature du traité qui va mettre fin aux espoirs de l'attente de consortium pour l'exploitation en commun des concessions offertes par les Russes. Le traité annule les dettes des deux partenaires, réparation due par le gouvernement allemand, indemnisation, pour bien nationaliser due par le gouvernement russe, il renoue relations consulaires et diplomatiques, fait de l'Allemagne la nation la plus favorisée dans le commerce extérieur russe, sauf en ce qui concerne les relations avec les pays ayant dépendu autrefois de l'Empire russe. Il prévoit en fait que les deux gouvernements coopéreront dans un esprit de bonne volonté mutuelle pour satisfaire les besoins économiques des deux pays. Le parti et l'international devant Rapallo. L'établissement de liens privilégiés entre la Russie soviétique et l'Allemagne avait été, au cours des années précédentes, l'un des thèmes favoris des orateurs communistes, tant dans les meetings populaires que devant le Reichstag. La conclusion du traité va pourtant les surprendre. Ils ne s'attendaient apparemment pas à ce que le gouvernement de la bourgeoisie allemande aille jusqu'à accepter un tel accord avec le gouvernement russe. Les social-démocrates s'empressent de leur côté de souligner l'aspect dangereux d'une telle alliance. Crispien, au nom des indépendants, va dresser un réquisitoire contre cet accord entre les bolcheviks et le gouvernement de L, industrie lourde et du capital financier, dénoncer la politique pro-capitaliste du gouvernement russe. La réaction de Dorothée Faneux trahit un certain embarras. Le premier commentaire consacré au traité met l'accent sur le fait qu'il représente une défaite de l'OTAN et Pieck déclare le lendemain au cours de la manifestation du Lustgarten que la bourgeoisie allemande a signé, non par amitié, mais sous l'emprise d'une cruelle nécessité, c'est-à-dire sous les coups de l'entente. Il ne sera plus question du traité pendant plusieurs semaines, jusqu'à la discussion au Reichstag, au cours de laquelle Paul Froelich, porte-parole communiste, minimise le contenu du traité et souligne que social-démocrates et indépendants sont les véritables responsables d'une situation qui oblige les révolutionnaires russes à conclure des traités avec un État bourgeois. La position des dirigeants russes est plus nette. Interviewé par un journaliste américain, Trotsky répond qu'il ne saurait être question de considérer le traité de Rapallo comme un contrepoids face à d'autres groupements d'États européens. L'Allemagne est séparée de la République des Soviets par les mêmes contradictions fondamentales dans les systèmes de propriété que les pays de l'OTAN. Cela signifie qu'il est exclu de pouvoir parler du traité de Rapallo comme d'une quelconque alliance offensive-défensive pour faire contrepoids à d'autres États. Il s'agit du rétablissement des relations inter-États et économiques les plus élémentaires. La Russie est prête aujourd'hui à signer un traité sur la base des principes de Rapallo avec n'importe quel autre pays. Le lendemain, une résolution de l'exécutif de l'Internationale, qui salue le traité comme étant d'une énorme importance historique, rappelle que l'actuel gouvernement allemand bourgeois menchevique est temporaire, tandis que la classe ouvrière demeure.
le sort de l'humanité ne sera pas tranché par des traités. Le destin de l'humanité dans les toutes prochaines années sera déterminé par les succès de la classe ouvrière allemande. La victoire du prolétariat allemand sur sa bourgeoisie impliquera des changements sans précédent dans la structure sociale de l'Europe entière. Quand le prolétariat allemand aura détruit dans son pays l'influence de la Deuxième Internationale et de la Deuxième et demie, un nouveau chapitre s'ouvrira dans l'histoire de l'humanité. Rapallo contre la Révolution, les arguments de ceux qui, comme l'historien Lionel Cauchamp, pensent que Rapallo constituait en définitive un obstacle sur la voie de la Révolution allemande à cause de la signification qu'il revêtait pour les dirigeants communistes, sont faibles. Enangres insiste sur le fait que Radek, dans un rapport qu'il aurait présenté au 4e congrès de l'Internationale, préfigurait non seulement la politique nationale bolchéviste de l'année suivante, mais encore proposait une interprétation de Rapallo comme une alliance entre la Russie soviétique et l'Allemagne révisionniste contre l'OTAN et le traité de Versailles. En dehors du fait que Radek n'a pas présenté de rapport dans ce sens au 4e congrès de l'Internationale, les citations de lui qu'on rapporte, affirmant que la Russie n'a pu tenir que parce qu'elle disposait, avec l'existence de l'Allemagne, de contrepoids contre la suprématie alliée, sont loin de pouvoir emporter la conviction. En réalité, c'est à rude fiché que les historiens partisans de cette thèse empruntent leurs affirmations selon lesquelles la politique de Rapallo aurait signifié en Allemagne une retraite, et de façon générale expliquerait le tournant de l'Internationale communiste. Selon une autre fiché, la théorie exposée par l'économiste hongrois Varga selon laquelle l'Allemagne serait en train de devenir une colonie industrielle de l'Entente, à travers le système des réparations imposées par Versailles, aurait joué un rôle capital. Négligeant la réalité des faits économiques et sociaux, la double charge pesant sur la classe ouvrière allemande, provenant de l'accumulation capitaliste dans son propre pays du paiement des réparations, elle écrit: pour l'essentiel, la théorie de la transformation de l'Allemagne en une colonie industrielle de l'Occident fut fabriquée pour rendre effectif le traité de Rapallo. En 1922-1923, Varga, Boukharine et Radek étaient en train de découvrir un rôle nouveau pour la bourgeoisie allemande, qu'ils transformaient d'ennemis de classe en victimes presque aussi souffrantes que les ouvriers allemands. En fait, tous les efforts du Parti communiste allemand tendaient depuis le 3e congrès de l'Internationale, avec l'appui de l'exécutif, à promouvoir une politique de front unique, qui prenait précisément à cette date en Allemagne la forme d'une lutte des travailleurs contre la misère et la réaction. En définitive, rien, si ce n'est le double rôle joué par Radek, ne permet d'affirmer que la politique de front unique était dictée par les préoccupations de puissance du gouvernement russe, ni que les implications des analyses de Varga sur l'Allemagne constituaient une révision fondamentale de l'analyse de Lénine du rapport des forces de classe en Allemagne.